Bonjour. Alors, je précise tout d'abord que j'enregistre cette vidéo avant d'avoir écouté l'exposé que l'une d'entre vous nous a présenté, donc sur la première strophe des chants de Maldoror, sur laquelle je vais revenir donc aujourd'hui. Vous l'avez compris, ce cours nous permettra enfin d'ouvrir ces chants de Maldoror que nous regardions jusqu'ici un peu à distance, en parlant d'Isidore Ducasse, en parlant de l'histoire du texte, mais il va être temps de l'ouvrir, ce livre, même si, il faut bien dire, nous allons l'ouvrir pour être invités à aussitôt le fermer, puisque si on devait résumer en une phrase ce que nous dit Isidore Ducasse, comte de Lautréamont, dans cette strophe, c'est « fermer ce livre ». Bien. Mais nous allons transgresser cet avertissement. J'emploie la notion de transgression sciemment. C'est-à-dire que Lautréamont, on va y revenir bien sûr, mais Lautréamont, en nous demandant de ne pas lire son texte, eh bien, nous force en quelque sorte, dès lors que nous le lisons quand même, à assumer cette première transgression. Et il y en aura d'autres, des transgressions, celle qu'accomplira Maldoror, celle qu'accomplira Lautréamont lui-même par les audaces de son écriture, et en nous plongeant, nous lecteurs, dans une sorte de rapport de complicité, puisque cette transgression, en un sens, nous la validons par notre lecture. Il y a quelque chose là d'extrêmement vicieux, d'extrêmement sournois dans cette manière de faire. Bon, mais j'anticipe, et je crois que la première chose à faire, c'est évidemment de lire ce texte, cette première strophe des chants de Maldoror. Je l'appelle strophe, vous l'avez compris, parce que c'est le nom que Lautréamont lui-même, dans les chants de Maldoror, donne à ces blocs de prose, ces fragments de prose, pourtant très compacts, très homogènes, qui n'ont rien de commun avec la versification traditionnelle. Donc c'est pour ça que je lui emprunte ce terme de strophe pour désigner donc les différentes parties qui composent les 6 chants de Maldoror. Alors, comment entrons-nous dans ce texte? Plût au ciel que le lecteur, enhardi et devenu momentanément féroce comme ce qu'il lit, trouve, sans se désorienter, son chemin abrupt et sauvage à travers les marécages désolés de ces pages sombres et pleines de poison. Car, à moins qu'il n'apporte dans sa lecture une logique rigoureuse et une tension d'esprit égale au moins à sa défiance, les émanations mortelles de ce livre imbiberont son âme comme l'eau le sucre. Il n'est pas bon que tout le monde lise les pages qui vont suivre. Quelques-uns seuls savoureront ce fruit amer sans danger. Par conséquent, âme timide, avant de pénétrer plus loin dans de pareilles landes inexplorées, dirige tes talons en arrière et non en avant. Écoute bien ce que je te dis, dirige tes talons en arrière et non en avant, comme les yeux d'un fils qui se détourne respectueusement de la contemplation auguste de la face maternelle. Ou, plutôt, comme un angle à perte de vue de grues frileuses méditant beaucoup, qui, pendant l'hiver, volent puissamment à travers le silence, toute voile tendue vers un point déterminé de l'horizon, d'où tout à coup part un vent étrange et fort, précurseur de la tempête. La grue la plus vieille, et qui forme à elle seule l'avant-garde, voyant cela, branle la tête comme une personne raisonnable. Conséquemment, son bec aussi qu'elle fait claquer. Et n'est pas contente. Moi non plus, je ne le serais pas à sa place. Tandis que son vieux cou, dégarni de plumes et contemporain de 3 générations de grues, se remue en ondulations irritées qui présagent l'orage qui s'approche de plus en plus. Après avoir de sang-froid regardé plusieurs fois de tous les côtés avec des yeux qui renferment l'expérience, prudemment, la première, car c'est elle qui a le privilège de montrer les plumes de sa queue aux autres grues inférieures en intelligence, avec son cri vigilant de mélancolique sentinelle, pour repousser l'ennemi commun, elle vire avec flexibilité la pointe de la figure géométrique. C'est peut-être un triangle, mais on ne voit pas le troisième côté que forment dans l'espace ces curieux oiseaux de passage,
soit à bâbord, soit à tribord, comme un habile capitaine, et manœuvrant avec des ailes qui ne paraissent pas plus grandes que celles d'un moineau, parce qu'elle n'est pas bête, elle prend ainsi un autre chemin philosophique et plus sûr. D'emblée, un texte assez étonnant, assez déconcertant, hein, même si nous sommes encore loin des visions les plus délirantes que bientôt nous présentera l'œuvre, mais enfin tout de même, hein, il y a quelque chose là qui arrête. Alors, pour vous expliquer, je pense que je vais suivre dans ce qui va suivre un double objectif. C'est-à-dire qu'à la fois, évidemment, je vais essayer de rendre compte de ce texte, enfin en tout cas d'une certaine manière de lire ce texte que j'essaierai de partager avec vous, mais je voudrais aussi me servir en quelque sorte de ce texte pour essayer d'en déduire les règles du jeu qui ensuite nous aideront à lire les Chants de Maldoror. Hein. Donc c'est pourquoi parfois je m'attarderai sur certains points, je m'attarderai excessivement par rapport à ce que demanderait un exercice traditionnel d'explication de texte, hein. Mais si à ce moment-là je m'attarde particulièrement sur un point, c'est que j'estime qu'il est central pour toute notre lecture de l'œuvre, hein. Vous l'avez compris, donc il y aura une sorte de double jeu de ma part, à la fois essayer de suivre le mouvement du texte, mais aussi déduire de ce texte quelques principes qui peuvent s'avérer extrêmement éclairants pour lire la suite de l'œuvre. Alors néanmoins, je n'oublie pas que j'avais insisté la semaine dernière sur la nécessité de suivre une méthode de commentaire composé, ou de n'importe quel autre exercice d'ailleurs, extrêmement rigoureuse. Et j'avais en particulier détaillé les 5 étapes d'une introduction. Hein. Alors, à titre d'exemple, j'en profite, donc je vais m'appuyer sur ce texte pour rappeler ces 5 étapes que j'avais distinguées, et donc pour essayer de trouver une manière de les remplir, ces étapes, en m'appuyant sur ce texte. La première étape, vous vous en souvenez, c'est la situation. Voilà. Situer l'extrait qu'on vous demande d'étudier par rapport au mouvement général de l'œuvre. Là, évidemment, c'est très simple, hein, puisqu'il s'agit de l'incipit. Hein, vous savez qu'on désigne par cette expression latine incipit le début d'un ouvrage. Là, c'est le tout début, ce sont les tout premiers mots après la couverture même du livre, et forcément cela implique des questions spécifiques. Hein. Ceux qui ont suivi mon cours d'explication de texte au premier semestre se souviennent que la notion d'incipit m'intéresse toujours, parce que c'est forcément un endroit du texte à très fort enjeu. Hein. La question qui se pose, c'est comment faire rentrer le lecteur dans l'œuvre, comment lui donner les règles du jeu, hein, les règles de ce jeu qu'est la lecture, qui vont lui permettre de suivre la suite de l'ouvrage. Alors parfois, il s'agit de présenter les personnages, il s'agit de nous inscrire dans une intrigue qui a déjà commencé, enfin, il y a divers enjeux des incipits. Là, c'est différent. C'est différent puisque les Chants de Maldoror ne présentent pas, en apparence du moins, d'intrigue suivie. Hein. Et cette strophe, de toute manière, ne nous raconte rien, à part cette assez rapide évocation d'un vol de grue frileuse. Mais alors, qu'est-ce que nous pouvons déduire de ce statut d'incipit, hein, de cette première strophe des Chants de Maldoror? Eh bien, comme je le suggérais précédemment, il me semble que cette strophe, tout en feignant de nous déconseiller la lecture de ce qui va suivre, nous donne bien au contraire les moyens de lire ce qui va suivre. Hein. Oui, si je devais le dire de manière un peu triviale, je dirais, eh bien voilà, il y a une sorte là de mode d'emploi, ou plutôt de premier mode d'emploi. Hein. On verra que les différents extraits que nous allons étudier, hein, vont à chaque fois nous apporter un éclairage sur la manière la plus juste de lire les Chants de Maldoror. Donc c'est déjà, disons, une introduction au mode d'emploi, si vous voulez. Bon, enfin là, je joue évidemment avec une métaphore, il ne s'agit pas à proprement parler de mode d'emploi, vous m'avez compris, mais en tout cas, il me semble que ce que l'on peut déduire donc, de la situation de cet extrait, donc
en tête au seuil même de l'œuvre, c'est que justement ce seuil va nous donner les moyens de pénétrer tout à fait dans ce qui va suivre. Alors la deuxième étape, donc après la situation du texte, eh bien, il s'agit de caractériser son écriture et un certain effet produit sur le lecteur. Alors, comment caractériser cette écriture, sinon par des épithètes qui pourraient même être assez péjoratifs. Il y a quelque chose là de très alambiqué, très ampoulé, un peu inutilement solennel, grandiloquent. Hein. Mais je pense qu'il faut assumer ces termes dévalorisants, parce que employer ces termes dévalorisants, ce n'est nullement dévaloriser Lautréamont. Ce que je veux dire, c'est que Lautréamont, de toute évidence, sait ce qu'il fait. Hein. Et si Lautréamont est exagérément grandiloquent, hein, c'est qu'il cherche à être exagérément grandiloquent. Et alors, me direz-vous, pourquoi donc? Eh bien, cela nous renvoie à l'un des principes absolument fondamentaux des Chants de Maldoror auxquels j'ai déjà fait allusion les semaines dernières, à savoir le principe parodique. Hein. Il me semble que essentiellement Lautréamont écrit en se moquant d'une certaine écriture. Alors on verra que ces cibles peuvent être multiples, mais on les devine ces cibles. Pourquoi parodier un discours, sinon un discours dominant, le discours de l'autorité? Il n'y a rien de subversif à parodier ou à tourner en dérision un discours minoritaire, le discours de la victime. Ah bah oui, c'est facile de s'en moquer, ça n'a rien de subversif. Non, ce qui est authentiquement subversif, c'est de s'attaquer aux discours qui ont une autorité. Alors, on verra ça dans le détail, mais déjà, là j'en vois trois principaux et qui correspondent justement au texte parodié par l'écriture de Lautréamont. D'abord, je dirais l'école littéraire dominante en 1869, l'évidence même, eh bien le romantisme. Les Chants de Maldoror sont d'abord une parodie, et une parodie assez impitoyable, tant dans le style que dans l'imaginaire du romantisme, ou du moins d'un certain romantisme. Ça, c'est le premier discours d'autorité. Deuxième discours d'autorité, je dirais un certain discours, j'allais dire, homérique. Alors, discours homérique, c'est une expression un peu étrange, je m'explique. À cette époque, l'enseignement s'appuyait essentiellement sur la rhétorique. Et dans ces cours de rhétorique, on étudiait le style des grands auteurs, des auteurs consacrés, en apprenant aux élèves même à imiter ces écritures consacrées. Et le premier auteur consacré, l'évidence même, c'était Homère. Toute la tradition scolaire repose d'abord sur la tradition homérique. Et on verra là encore que de nombreuses pages des Chants de Maldoror peuvent être lues, encore une fois, tant dans l'imaginaire que dans une certaine manière d'écrire, comme une parodie d'Homère. Voilà. Donc ça serait le deuxième discours d'autorité, la parole d'Homère. Troisième type de discours, même s'il est sans doute moins présent dans les Chants de Maldoror, mais tout de même, je dirais, le beau discours, le discours académique, le discours qui valorise l'orateur qui prend la parole devant la foule rassemblée devant lui. Oh, c'est une pratique qui va durer aussi pendant la Troisième République. Là, nous sommes sous le Second Empire, mais c'est visiblement une tradition qui a subsisté assez longtemps, cette tradition de la grande éloquence. Aujourd'hui, c'est devenu une vertu assez secondaire pour un homme politique, finalement, que la maîtrise de l'éloquence. Elle était absolument centrale, et non seulement chez les hommes politiques, mais chez tous les notables de cette société-là. Et on verra que Lautréamont s'en moque parfois de manière assez impitoyable. Parfois, Lautréamont écrit ce que dirait un orateur perdu dans son propre discours.
hein. Bon, mais on y reviendra, et puis surtout, il est temps que je revienne donc à mon propos, c'est-à-dire, vous vous en rappelez, la deuxième étape de l'introduction, caractérisation de l'écriture. Et bien là, pour le dire en un mot, cette écriture, je la caractériserai comme parodique. Vous allez me dire que j'avais précisé qu'il fallait aussi caractériser l'émotion ou l'effet que cela produit sur le lecteur. C'est vrai, et c'est pourquoi j'ajoute que non seulement donc, cette écriture est parodique, ce qui certainement vise à provoquer un certain amusement chez le lecteur, mais bien plus. Hein. Mais là, je n'en dis pas beaucoup plus parce que sinon ce serait annoncer déjà la problématique qui va suivre. Mais ce que je veux quand même, ce que je peux vous dire déjà, donc, c'est que cette écriture parodique vise non seulement à amuser le lecteur, sans doute, mais je dirais à lui ouvrir les yeux. Hein. Ouvrir le livre, ce serait ouvrir les yeux. Alors ouvrir les yeux comment? Eh bien évidemment, je vais y revenir dès que je commencerai à lire le texte. Alors avant cela, il y a la troisième étape de l'introduction du commentaire composé, c'est-à-dire, je dirais, le mouvement du texte. Hein. Est-ce qu'il y a plusieurs temps dans cette strophe? Alors oui et non. Non au sens où finalement cette strophe ne développe jamais qu'une seule idée, hein, à savoir les lecteurs non avertis ferait mieux de refermer ce livre. Lautréamont ne dit rien d'autre en réalité. Hein. Il le décline, il l'illustre par différentes comparaisons, il se perd dans certaines digressions, mais au fond, il ne dit jamais que cela. Hein. Donc on pourrait dire, ah bah oui, comme il y a une seule idée, cela forme un tout très compact, et il n'y a donc pas véritablement plusieurs temps. Alors on peut quand même estimer le contraire, dans la mesure où, il me semble, hein, il y a très nettement un deuxième temps du texte qui commence avec la deuxième comparaison, c'est-à-dire la comparaison des grues frileuses. Comparaison qui bien vite grossit tellement, prend tellement d'importance qu'elle constitue une bonne moitié de la strophe entière. Hein, mais ce qui du coup donne l'impression au lecteur que Lautréamont évoquerait deux choses. Il évoquerait le rapport au livre et ensuite il évoquerait une histoire de grue. Oui, sauf que, vous l'avez compris, à la fois il y a bien de temps et en même temps cette histoire de grue n'a de sens que par rapport à l'idée initiale. Bon, mais on va revenir évidemment sur la manière précise dont le sens est agencé. Enfin, en tout cas, pour le dire en une phrase, mouvement du texte, un premier temps qui décline cette idée que le lecteur prudent devrait refermer le livre, et un deuxième temps parce que la deuxième comparaison convoquée par Lautréamont prend tellement d'ampleur qu'elle finit par acquérir une forme d'autonomie. Et j'en arrive à la problématique. La problématique, j'ai commencé à en parler tout à l'heure quand je vous disais qu'il s'agissait d'ouvrir les yeux du lecteur tel qu'il ouvre le livre. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Eh bien, c'est cette question en fait que je pose, et ce qui va suivre visera à y répondre naturellement, à savoir comment, en écrivant ce texte, Lautréamont dévoile un projet essentiel des Chants de Maldoror, un projet que je nommerai ainsi, le projet d'une émancipation du lecteur. Bon, alors je me doute bien que tout cela est encore très allusif, mais vous allez voir, je vais très vite y venir. Alors, la cinquième étape pour un commentaire composé, ce serait l'annonce d'un plan, un plan que je ne vais pas suivre. Il me semble plus intéressant avec vous aujourd'hui, vu que cette strophe est assez courte, de suivre le mouvement même du texte. Alors, on évoquera hein, les différentes notions qui permettraient d'articuler un plan quand j'en aurai fini, hein, mais pour l'instant, je préfère directement commencer ma lecture du texte. Donc après vous avoir rappelé ces 5 étapes de l'introduction d'un commentaire composé, donc situation, en l'occurrence
l'incipit, hein, et donc comment Lautréamont parvient-il à nous transmettre les règles du jeu qui nous permettront de lire la suite de l'ouvrage. Deuxièmement, caractérisation, donc cette écriture essentiellement parodique qui vise à la fois à amuser le lecteur, mais aussi à lui ouvrir les yeux. Troisième étape, le mouvement du texte, hein, avec ces deux temps. Si l'on considère que la deuxième comparaison trouve une autonomie suffisante pour constituer à elle seule un deuxième temps, hein. Puis la problématique où j'insistais sur ce projet d'une émancipation du lecteur. Hein, et j'ai laissé de côté pour l'instant la cinquième étape, hein, dans laquelle vous devez annoncer votre plan en 3 parties. Bien, mais abordons enfin le détail du texte. Plutôt ciel. Ah, et d'emblée, il faut que je m'arrête. Il faut que je m'arrête parce que ce ne peut pas être indifférent qu'une œuvre comme Les Chants de Maldoror commence avec ces mots « plutôt ciel ». Hein, parce que plutôt ciel, c'est une manière de dire pourvu que, hein, c'est exactement ça le sens de cette expression. Une expression qu'on retrouve, hein, dans le texte, hein, par exemple j'avais noté, page 42, plutôt ciel que sa naissance ne soit pas une calamité pour son pays. Phrase intéressante par ailleurs. Bon, mais en tout cas, pour vous dire que il est intéressant que les tout premiers mots des Chants de Maldoror, ça soit plutôt ciel, hein, parce que se tourner vers le ciel, c'est a priori une manière de se tourner vers Dieu, hein, et que cette œuvre aussi résolument, aussi violemment blasphématoire, sacrilège que les Chants de Maldoror commencent par ce regard tourné vers le ciel, hein, il y a là quelque chose dont la dimension ironique, violemment ironique, ne peut échapper. Donc je reprends ma lecture, plutôt ciel que le lecteur. Et encore une fois, il faut que je m'arrête tant ce terme est évidemment essentiel, hein. Vous vous rappelez que c'est bien ce terme-là, hein, que j'ai placé au cœur de ma problématique. Donc je m'y arrête sur cette question du lecteur. C'est, il me semble, une des caractéristiques les plus frappantes des Chants de Maldoror, hein, tel que nous parlons d'un texte écrit en 1869, hein, qui précède donc, et parfois de beaucoup, un certain nombre de grandes œuvres de la modernité littéraire, en tout cas, telle qu'elle s'inventera au XXe siècle. Et pourtant, hein, cet ouvrage est frappant par la place qu'il donne au lecteur. Constamment, lisant les Chants de Maldoror, nous sommes renvoyés à notre statut de lecteur, hein, y compris dans la condition toute matérielle, hein, de l'acte de lecture. Tout comme d'ailleurs, nous sommes constamment renvoyés au travail de l'écrivain qui est en train d'écrire son texte. Hein, il y a de très nombreuses allusions, là encore, aux conditions matérielles dans lesquelles le poète écrit son texte. Des choses qu'on ne devrait pas dire. Vous voyez, a priori, l'écrivain est là pour se faire oublier comme auteur, tandis que le lecteur oublie qu'il est en train de lire pour mieux s'abandonner à la fiction. Hein. Donc c'est très étonnant cette manière de faire de Lautréamont. Et forcément, on se demande pourquoi le fait-il. Alors, en un sens, nous sommes, une première explication nous est apportée par la suite. Il parle du lecteur enhardi et devenu momentanément féroce comme ceux qui lit. Et un peu plus loin, il va parler d'une imprégnation du lecteur par le livre comme l'eau le sucre, dit-il. C'est intéressant cette idée qu'on deviendrait comme ce qu'on lit et que ce qu'on lit nous imprégnerait comme un sucre qui s'imbibe d'eau. Hein. Comme s'il y avait quelque chose d'un peu risqué dans le fait de lire, hein, comme s'il y avait une sorte de danger de la lecture. Ce qui peut apparaître paradoxal, ou bien pas du tout, parce que ce qui serait paradoxal, ce serait qu'un écrivain nous parle des dangers de la lecture. Oui, mais si on y réfléchit bien, d'autres écrivains nous ont parlé des dangers de la lecture. On pense
au Don Quichotte de Cervantes. Hein. Si Don Quichotte combat des moulins, c'est parce qu'il a lu trop de romans de chevalerie, qu'il est devenu comme ce qu'il a lu, qu'il s'est imprégné des romans de chevalerie comme l'eau le sucre. Et puis, bien plus proche de Lautréamont, hein, moins de 15 ans avant, eh bien Flaubert avec Madame Bovary. Hein, tout le drame de Madame Bovary, c'est non pas les romans sentimentaux qu'elle a pu lire, mais c'est d'y avoir un peu trop cru à ces romans sentimentaux, s'y être vu dans ces romans sentimentaux. En un sens, s'être laissé imprégné par ces romans sentimentaux comme l'eau, le sucre. Et il me semble que Lautréamont s'inscrit donc parfaitement dans une certaine pensée de la lecture. Une lecture, oui, qui peut s'avérer périlleuse pour qui ne sait pas, justement, ne sait pas lire comme on doit lire en maintenant une certaine distance. Alors j'emploie ce terme de distance de manière tout à fait délibérée, vous allez le voir, ça me paraît être le mot essentiel. Mais avant cela, j'insiste hein, sur cette idée d'une imprégnation du lecteur par son texte et d'une imprégnation dangereuse. Hein. Je vous avais cité il y a peut-être 15 jours hein, cette phrase qu'on trouve dans le chant 6e où Lautréamont se vante d'avoir crétinisé son lecteur. Mais cette phrase est intéressante parce que, vous voyez, si vraiment Lautréamont était content de nous avoir crétinisés, il ne nous le dirait pas. Hein. Donc, cette phrase, elle est évidemment ironique. C'est une manière de nous dire, au contraire, je vous aide à ne pas vous laisser crétiniser par votre lecture. Et cette crétinisation par la lecture, il l'intègre à l'intrigue même. Alors, pensez au chant 6e. Alors, le chant 6e, c'est le seul des 6 chants de Maldoror qui nous présente une véritable intrigue avec un commencement, diverses péripéties et une fin. En l'occurrence, il s'agit on pourrait dire, de l'histoire de la séduction d'un jeune adolescent, Mervyn, par le terrible Maldoror. Bien, donc c'est une même histoire qui est développée de chapitre en chapitre. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment Mervyn devient vulnérable par rapport à Maldoror. Quand Mervyn perd-il face à Maldoror? Eh bien, de manière très révélatrice, Mervyn cède en lisant la lettre que Maldoror lui a communiquée. Alors je vous renvoie à cette page 241, cette page 241 à laquelle je faisais déjà allusion la semaine dernière. Hein, vous vous souvenez, la page 241, c'est quand justement Mervyn prend connaissance de la lettre de Maldoror et il s'aperçoit qu'il n'y a pas de signature, ou plutôt 3 étoiles au lieu d'une signature. Et je vous avais dit que c'était, on pouvait, non, je ne dis pas que c'est la vérité, hein, c'est une interprétation possible, on peut se demander si ça n'est pas une sorte de mise en abîme de la première édition du chant premier, telle qu'effectivement 3 étoiles tenaient lieu de signature. Bon, mais aujourd'hui, si je vous renvoie à cette page 241, c'est encore pour autre chose. Parce que ce qui est intéressant, c'est que très clairement, Lautréamont décrit l'effet produit par la lecture de cette lettre. Hein, et un effet terrible, comme si Mervyn était hypnotisé, justement. Hein, comme s'il avait perdu une partie de son libre arbitre. Ses professeurs ont observé que ce jour-là, il n'a pas ressemblé à lui-même. Ses yeux se sont assombris démesurément et le voile de la réflexion excessive s'est abaissé sur la région péri-orbitaire. Manière de dire que Mervyn a été complètement crétinisé. Hein. Vous voyez donc, il me semble que constamment, les chants de Maldoror, depuis cette toute première strophe jusqu'à la toute fin, puisque là je vous cite le chant 6e, donc ne cesse de reprendre cette idée d'une lecture potentiellement dangereuse. Et dangereuse pourquoi? Eh bien parce qu'on deviendrait comme ce qu'on lit. Hein. La lecture pourrait avoir une influence directe dont nous n'avons pas même conscience. Alors, comment résoudre ce problème? Comment nous rendre à une lecture que je qualifiais tout à l'heure de lecture émancipée? Alors là, je vais faire
un petit détour vers ce grand dramaturge allemand plutôt du début du XXe siècle, à savoir Bertolt Brecht. Bien. Bertolt Brecht, qui était quelqu'un de très engagé par ailleurs politiquement et qui avait développé une certaine théorie du théâtre tel que le théâtre se devait, dans sa perspective politique, être révolutionnaire. Bien, alors quelle était cette théorie? Bertolt Brecht lui a donné un nom, le nom allemand c'est Verfremdungseffekt. Alors parfois, de manière plus simple, on parle de V-effect, ou de manière encore plus simple, parce que française, de distanciation. Et vous comprenez pourquoi j'insistais sur la distance tout à l'heure. Alors quelle est cette théorie? Eh bien, Brecht, alors je simplifie à l'excès, c'est pour vous faire comprendre l'idée générale. L'idée générale, ça serait que Brecht écrit contre un certain théâtre bourgeois. Et alors qu'est-ce qu'il a de bourgeois ce théâtre? Eh bien, c'est qu'il nous confronte à une certaine représentation du monde à laquelle, en un sens, nous sommes forcés de souscrire, que nous devons accepter comme une évidence. Et pourquoi l'acceptons-nous comme une évidence? Eh bien, à cause de ce phénomène d'identification au personnage, avec ces principes, je dirais, de vraisemblance de la représentation. En un sens, on y croit. Oui, mais on y croit trop, dit Brecht. Et en y croyant trop, on perd justement son esprit critique, sa capacité de voir les choses à distance. Et donc, pour, en un sens, rendre le spectateur intelligent, pour le libérer de cette identification naïve au personnage, pour le libérer de cette projection naïve encore dans l'histoire, eh bien, Brecht met au point un certain nombre de procédés qui visent à rappeler en permanence au spectateur qu'il est en train de regarder une pièce de théâtre et que donc il ne doit pas être dupe de ce qu'il regarde. Il ne doit pas cesser de s'interroger sur ce qu'il voit en tant qu'objet esthétique. Alors ça peut être par exemple des acteurs qui se tournent directement vers le public, et ça les conventions théâtrales a priori l'interdisent. Si on veut qu'une pièce de théâtre soit crédible, la convention veut que les acteurs fassent semblant de ne pas remarquer qu'il y a des spectateurs dans la salle. Bien, et bien là Brecht fait le contraire. Les acteurs s'adressent directement au public, donc brisent cette sorte de mur invisible qui empêcherait les acteurs sur la scène de voir les spectateurs dans la salle. De la même manière, les décors se dénoncent comme tels. Donc ce ne sont pas des décors qui cherchent à être réalistes, si vous voulez. Mettons, ça sera un exemple extrême, mais qu'au lieu de mettre un arbre sur la scène, soit un arbre en plastique, soit un arbre véritable, même si on a envie que ce soit tout à fait réel, eh bien à la place de ça, Brecht mettrait une pancarte avec écrit dessus « arbre ». Voilà, donc le spectateur comprendrait que là, il faut imaginer un arbre, en même temps, il ne serait pas dupe. Bon, j'exagère un peu, mais vous voyez l'idée générale de cette théorie de la distanciation, que le spectateur de théâtre ne perde pas conscience du fait qu'il est en train de regarder une pièce de théâtre, ce qui lui permet de développer un véritable questionnement critique à la fois sur l'œuvre, mais aussi sur le monde que l'œuvre reflète. Vous avez compris, j'imagine, pourquoi j'ai ouvert cette parenthèse, c'est que finalement, et bien longtemps avant, ce que fera Brecht pour le théâtre, Lautréamont le fait, même pas pour la poésie, je dirais pour la littérature en général. Et il me semble qu'on comprend à présent pourquoi constamment Les Chants de Maldoror nous renvoient, nous, lecteurs, à notre activité de lecture, pourquoi constamment nous est rappelé l'activité de l'écrivain en train d'écrire le texte. C'est pour justement que nous n'oublions pas que nous sommes en train de lire une œuvre littéraire. On peut dire, pour aller un peu vite, mais on pourrait dire que Don Quichotte n'aurait jamais attaqué de moulin si il avait gardé conscience qu'il lisait des romans de chevalerie et que ces romans de chevalerie n'étaient pas la réalité.
De même, Madame Bovary. Si Madame Bovary avait gardé conscience du fait qu'elle ne lisait jamais que des romans et pas un redoublement exact du monde, eh bien, elle ne serait pas tombée dans le piège, en quelque sorte. Donc, il me semble que Lautréamont, à sa manière, met en place une véritable stratégie de distanciation. Et vous l'avez compris, cette stratégie de distanciation, elle vise non pas à crétiniser le lecteur, comme il l'affirme ironiquement, mais bien au contraire, à lui rendre son sens critique. Alors, ces procédés qui permettent d'assurer cette distanciation, je dirais, il y en a plusieurs, ils sont même extrêmement nombreux. J'ai fait allusion déjà à la présence du lecteur et à la présence de l'auteur dans l'œuvre. Enfin, quand je dis de l'auteur, c'est en tant qu'il est livré à l'activité matérielle d'écrire. Mais il y en a d'autres, et je dirais que le principal d'entre eux, le principal procédé par lequel Lautréamont met en place cette théorie de la distanciation, c'est la parodie. Parce que la parodie, c'est parfait pour, pour maintenir cette distanciation. Parce que la parodie, qu'est-ce que c'est? La parodie suppose d'imiter soit une œuvre, soit un genre en général, et de l'imiter le plus fidèlement possible, mais en grossissant certains traits. On pourrait dire que la parodie écrite est à l'œuvre modèle ce que la caricature serait à une simple photographie. Il s'agit de forcer les traits, il s'agit de faire apparaître certains défauts qui pouvaient passer inaperçus. Il y a un travail de grossissement dans toute activité parodique. Et il me semble que la parodie peut avoir un effet extrêmement salutaire par rapport à cette identification naïve à laquelle je faisais allusion précédemment. Je prends un exemple. Vous avez forcément vu un film parodique, c'est-à-dire un film qui parodiait un certain genre de film. Alors il y a eu des films qui ont parodié les films de science-fiction, des films qui ont parodié, je sais pas moi, le western, ou qui ont parodié les films d'espionnage, que sais-je. Donc pensez à l'un de ces films. Ce qui est troublant, c'est quand on a vu l'un de ces films, mettons une parodie de science-fiction, ce qui donc est troublant, c'est que si cette parodie est réussie, ensuite, quand on voit un vrai film de science-fiction qui n'a rien de parodique, eh bien, on commence à sourire. On commence à sourire parce que le film parodique nous a rendus sensibles à certaines facilités, à certaines ficelles, à certains clichés, en quelque sorte. La parodie réussie, c'est donc celle qui nous rend un certain regard critique. Alors certes, qui amuse, parce que très souvent, la parodie a une intention comique, il s'agit de faire rire. Oui, mais comme la caricature, il s'agit de faire rire, certes, mais en nous donnant un nouveau regard sur ce qui est parodié, comme sur ce qui est caricaturé. C'est donc pourquoi il me semble que cette pratique permanente de la parodie par Lautréamont s'inscrit parfaitement dans cette entreprise plus vaste de distanciation, et c'est par cette distanciation, vous l'avez compris, que Lautréamont projette quand je dis projette, je lui prête ce projet, je suis dans le cadre d'une certaine interprétation de ce texte, mais à mon sens, cela révélerait le projet d'une véritable émancipation du lecteur. Vous voyez donc qu'on peut parler d'une véritable distance parodique, que toute parodie implique une distance, et en un sens une double distance, de la part de celui qui crée une œuvre parodique, cela suppose qu'il ne soit pas dupe du modèle justement qu'il s'emploie à parodier. Celui qui est dupe, c'est celui qui se contente de l'imiter, de le reproduire, mais celui qui parodie ne se contente pas de reproduire,
Au contraire, il sait identifier les défauts, les failles, les clichés un peu risibles pour les tourner en dérision. Donc c'est cette première distance. Tout auteur d'une parodie se situe à distance du modèle parodié. Mais je dirais que la parodie, elle est nécessairement aussi celle du lecteur ou du spectateur, tout dépend de la forme considérée, mettons du lecteur, parce que le lecteur ne peut plus se projeter naïvement dans l'histoire. Ou alors s'il le fait, c'est qu'il n'a pas compris que c'était une parodie. Mais si le lecteur identifie correctement le projet parodique, immédiatement, il va être un peu à distance du texte. Il ne sera pas dupe du texte, il ne peut pas lire le texte au premier degré, puisque par définition, la parodie est, si on peut dire, une écriture au deuxième degré, celle qui ne se situe pas sur le même plan que son modèle, mais qui au contraire fait ce pas de côté, on pourrait dire du sarcasme, du ricanement. Et c'est ce pas de côté, ce double pas de côté, donc celui de l'auteur et celui du lecteur, qui crée donc cette distanciation parodique, oui, qui rend un vrai regard critique. Parce que la parodie, elle nous aide à identifier comme telle ce qu'on pourrait appeler, j'ai dit tout à l'heure des ficelles, j'ai dit tout à l'heure des, je ne sais plus, des clichés, des mécanismes un peu usés. Oui, mais il y aurait un autre mot pour dire tout cela, si on voulait l'emprunter à Lautréamont, ou plutôt à Isidore Ducasse. Il y a un passage très étonnant dans les poésies d'Isidore Ducasse, le deuxième texte de 1870, où, en un sens, il résume toute l'histoire de la littérature française en 4 mots. Oui, cette insolence superbe du jeune homme qui se permet de juger des siècles de littérature, un peu à la manière du Rimbaud de la lettre du voyant, qui porte aussi ce regard hautain et plein d'insolence sur les siècles qui l'ont précédé. Et donc, ces 4 mots par lesquels Isidore Ducasse résume finalement toute cette histoire de la littérature française, quels sont-ils? Eh bien, vous les trouvez en haut de la page 312, je cite: tic, tic et tic. Et voilà, tout est dit. Pourquoi des tics? Eh bien, ce que veut dire Isidore Ducasse, c'est qu'il y a dans la littérature la reprise de certains modèles, la reprise, mais qui est devenue inconsciente et comme mécanique, vous voyez, de certains, donc des tics d'écriture, comme il y aurait des tics gestuels, c'est-à-dire des gestes qu'on ne peut pas s'empêcher de faire et sans même en avoir conscience, eh bien il y aurait des tics d'écriture, des choses que tous les écrivains écrivent mécaniquement. Et il me semble que, là encore, on voit le projet des Chants de Maldoror, ça serait nous faire prendre conscience de ces tics d'écriture. Et pour nous faire prendre conscience de ces tics d'écriture, rien de mieux que l'écriture parodique. Voilà. Alors cette écriture parodique, comment se manifeste-t-elle? Eh bien, elle se manifeste, mais dès cette première strophe. Il me semble que l'écriture de cette première strophe, je le suggérais déjà dans l'introduction, est essentiellement parodique. Alors, on le verra, ça sera de plus en plus net au fur et à mesure de la strophe. Mais tout de même, dès cette première phrase, il y a des choses qui valent pour parodie. J'isole certaines expressions de cette première phrase. Chemin abrupt et sauvage, marécage désolé, sombre, pleine de poison. C'est tout un imaginaire qui est convoqué ici et de manière outrancière, exagérée. Vous voyez bien, aujourd'hui on dirait qu'il en fait des tonnes, Lautréamont. Oui, mais systématiquement, Lautréamont est dans le trop. Et comme je vous le disais, c'est ce trop qui signale l'intention parodique. De la même manière, vous voyez, confronté à un dessin, vous pouvez dire, ah oui, non, là, le nez, il est un peu trop long. Oui, mais s'il est trop long, bon, soit c'est que le dessinateur est maladroit, soit au contraire, c'est qu'il est très adroit, mais qu'il a voulu faire une caricature. Et c'est ça, l'art de la caricature, c'est faire du trop là où ça fait mal, en quelque sorte. Et je dirais la parodie,
c'est pareil. Et c'est bien pourquoi une telle accumulation, une telle emphase dans ces évocations menaçantes, hein, vous voyez, éveille le soupçon. Hein. D'autant que donc ce que suggèrent ces expressions que je viens de lire, et je vais en ajouter quelques-unes qui figurent dans les lignes qui suivent. Donc je reprends. Chemin abrupt et sauvage, sombre, pleine de poison, émanation mortelle, pareilles landes inexplorées. Tout cela nous renvoie à un certain, alors on peut l'appeler de différentes manières, on peut parler d'un certain romantisme noir, on peut aussi penser au roman gothique, hein, la vogue des romans gothiques correspond avec la naissance du romantisme, tout cela se mélange, hein, le roman gothique c'est en Angleterre, fin 18e, début 19e siècle. Oui, mais ça, comment dire, très profondément pénétré l'imaginaire européen du 19e siècle, et en 1869, il en reste quelque chose. Et il me semble que là, c'est une première manifestation de cet imaginaire gothique, de cet imaginaire du romantisme noir dans les chants de Maldoror. Alors, je vous accorde que pour l'instant, l'intention parodique n'est pas forcément évidente. Oui, ça pourrait être simplement un écrivain un peu trop grandiloquent, hein, mais c'est l'accumulation page après page, les outrances incroyablement exagérées auxquelles se livre Lautréamont, qui à la longue dénonce sans ambiguïté possible le projet parodique. Bon, mais déjà, vous l'avez vu, ces quelques expressions sont assez remarquables. Mais alors du coup, on se rend compte que l'ironie de Lautréamont est plus subtile qu'il ne pouvait sembler tout d'abord. Parce que oui, c'est un texte totalement miné par l'ironie, c'est certain. Écrire au début d'un livre que la meilleure chose que le lecteur devrait faire, ce serait de le fermer, hein. Il y a là une sorte de suicide littéraire, hein, convaincre le lecteur de ne surtout pas lire son livre. Bon. On voit bien que c'est de l'ironie, hein, cette manière, on pourrait dire, de fermer la porte au nez du lecteur qui vient d'ouvrir le livre. Hein. Donc, ironie, c'est certain. Oui, mais ce n'est pas forcément le cas de tout ce qu'on lit, parce que quand Lautréamont écrit qu'il attend du lecteur qu'il apporte dans sa lecture une logique rigoureuse et une tension d'esprit, on peut dire, mais oui, hein, très précisément, c'est bien cela que veut Lautréamont, nous donner les moyens d'être ce lecteur qui saura être un lecteur défiant, un lecteur logique, un lecteur rigoureux. Hein. Mais pour obtenir cet effet-là, il a besoin, vous voyez, de cet effet de distanciation. Et cet effet de distanciation, évidemment, dès lors qu'on l'a en tête, change totalement notre lecture des chants de Maldoror. Et c'est bien pour cette dimension parodique, hein, que les chants de Maldoror est une œuvre lisible, hein, parce qu'il est bien évident que certaines pages qui vont suivre celle-ci seraient sinon littéralement insoutenables, ou écœurantes, ou ignobles. Hein. Mais ce qui fait que nous pouvons les lire, c'est qu'en permanence, il y a un jeu de distanciation, une manière de nous rappeler en permanence, c'est pour rire. Hein. Ne tombez pas dans le panneau, ne prenez pas ça trop au sérieux. Et même bien au contraire, hein, toute cette horreur, cette complaisance dans l'horreur de certaines pages qui vont suivre, hein, dès lors que nous aurons joué avec cette horreur-là, hein, ce jeu permis par la reprise parodique, eh bien nous serons peut-être un peu moins dupes, hein, des textes qui, eux, hein, tout au premier degré, nous confrontent à cette horreur. Et on ne sait pas avec Lautréamont jusqu'où va l'ironie, hein, mais il me semble qu'on peut lire, alors évidemment c'est une proposition de lecture, hein, il y en a eu bien d'autres, inspirés par les chants de Maldoror depuis 1869, mais non, on a vu qu'il a fallu du temps
temps pour que cette œuvre commence à être lue. Mais enfin tout de même, depuis plus d'un siècle, il y en a eu différentes lectures de cette œuvre. Mais c'est vrai qu'une des lectures qui me retient serait celle qui verrait dans Les Chants de Maldoror le souci d'une véritable éthique de lecture. Vous voyez, cette œuvre, si scandaleusement immorale sur certains points, a peut-être sa morale. Vous voyez, une manière, comme je le disais, d'émanciper le lecteur en lui rendant justement une certaine liberté par rapport à ce qu'il lit. Vous voyez, une manière finalement de dédramatiser. Lautréamont va tellement loin dans l'horreur, mais en riant toujours, que finalement, cette horreur-là, la prochaine fois que nous la croiserons, nous saurons en rire. Enfin, je veux dire, dans sa représentation esthétique, bien sûr. Mais je commence à être extrêmement long, et d'après ce que m'ont dit un certain nombre d'entre vous, il est bien que les vidéos enregistrées soient entre 3/4 d'heure, 1 heure. Je crois qu'après, ça devient plus difficile de se concentrer. Bon, je vous avais prévenu que je serais un peu long sur certains points, mais vous avez bien compris en quoi. Là, je n'expliquais même plus vraiment cette strophe. Il me paraissait vraiment essentiel de développer ce souci du lecteur. Il me paraît vraiment extrêmement frappant que ce soit l'un des tout premiers mots des Chants de Maldoror, plutôt ciel que le lecteur. Voilà. Alors évidemment, je poursuivrai cette explication la semaine prochaine. Vous n'hésitez toujours pas à me dire si vous avez envie de proposer un exposé sur l'un des textes indiqués sur eCampus. Et puis, je vous remercie de votre attention. Au revoir.